c'est les problématiques de la malbouffe, de l'obésité. En fait, on voit apparaître des cas de diabète de type 2 chez des adolescents, chose qu'on ne voyait pas au cours des dernières années. Puis même ici au Québec, on voit ça, là. Et forcément, ça va réduire l'espérance de vie moyenne de la population, c'est sûr et certain. Nous recevons aujourd'hui le chercheur en vieillissement Éric Simard pour dresser le portrait de la longévité au Québec et partager les clés pour bien vieillir. Alors que notre population est l'une des plus vieillissantes au monde, il sonne l'alarme sur les enjeux criants de malnutrition et d'isolement qui touchent nos aînés. En contrepartie, il nous explique que des habitudes de vie simples, comme l'alimentation, l'activité physique et surtout une vie sociale de qualité, sont des outils puissants pour augmenter notre espérance de vie en bonne santé. Il nous offre un avant-goût de la conférence gratuite qu'il donnera en ligne le 2 octobre prochain. C'est quoi la situation actuelle? Parce qu'on entend beaucoup de choses entre on vit plus longtemps qu'avant, mais en même temps j'ai entendu aussi que la courbe commençait à redescendre à cause des ces nouvelles maladies qu'on a, les cancers, Alzheimer et tout ça, comme si on, on commençait à baisser de nouveau. J'aimerais que tu nous situes un petit peu où on en est rendu par rapport à est-ce qu'on vit plus vieux qu'avant, le vieillissement, est-ce qu'on est mieux en santé plus tard, enfin bref, faire un peu une situation peut-être au Québec. Côté longévité humaine, en fait, ce qui est intéressant de regarder, je te dirais honnêtement, c'est l'ensemble de l'Amérique du Nord. On peut bien sûr parler du Québec, là, qui est mieux positionné en tant que tel que les États-Unis, les Américains, hein, mais d'après moi, c'est pour une courte période de temps. En fait, ce qui est en train de se passer, puis même si on prend un regard un peu sur peut-être même une centaine d'années derrière nous, là, euh, c'est beaucoup l'espérance de vie moyenne qui a augmenté dans la population et non pas l'espérance de vie maximale. Hein? L'espérance de vie maximale, là, bon, les gens connaissent peut-être Jeanne Calment qui a vécu 126 ans et presque Mhm. 127. A pratiquement pas changé, en fait, hein, dans l'histoire de l'humanité au cours des dernières années. C'est juste que les gens qui se rendent centenaires, la proportion dans la population a augmenté. Autrement dit, c'est comme la courbe, en fait, de la moyenne de longévité est en train de se redresser. On a de plus en plus de gens qui vivent plus vieux que ce qu'on avait avant. Donc, c'est vrai qu'on a quand même plus de centenaires que ce qu'on en avait avant en proportion de la population, grâce aux habitudes de vie, grâce à toutes les avancées médicales qu'on a eues. Mais quand on regarde maintenant la moyenne, parce que bon, la pente hein, a fini par chuter, quand on regarde la moyenne sur toute la population, elle a augmenté un peu au cours des dernières années. Les hommes ont rattrapé un peu les femmes parce qu'on a eu une période où les femmes avaient 2, 3 ans de plus d'espérance de vie moyenne en fait que les hommes. Il faut savoir qu'on a 9 centenaires sur 10 qui sont des femmes quand même. Donc, ils ont beaucoup plus de chances de devenir centenaires, en fait, que nous, les hommes. Et au cours des dernières années, là, si on regarde les 2, 3, 4 dernières années, en fait, au Québec, on aurait gagné 1 an et demi d'espérance de vie moyenne, pendant que les Américains, eux autres, en ont perdu 5, 6, 7. Ah Donc, il y a oui. certaines études qui disent que les Américains auraient perdu jusqu'à 10 ans d'espérance de vie moyenne dû aux mauvaises habitudes de vie, en fait, là, au cours des dernières années. Certaines données disent que c'est 4 à 5 ans, mais il faut comprendre que ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans la moyenne américaine, est quand même en train de se passer au Canada. À une vitesse peut-être moins rapide que ce que vivent les Américains, c'est les problématiques de la malbouffe, de l'obésité. En fait, on voit apparaître des cas de diabète de type 2 chez des adolescents, chose qu'on voyait pas au cours des dernières années. Puis même ici au Québec, on voit ça, là. Et forcément, ça va réduire l'espérance de vie moyenne de la population, c'est sûr et certain. Et là, on est dans une population actuellement on est un des endroits dans le monde, on a tendance à pas voir ça, en fait, mais on est un des endroits dans le monde où la pyramide inversée est la plus prononcée. Autrement dit, on a traversé, il y a déjà quelques années, là, le point à lequel on avait plus de gens de 65 ans au Québec que ce qu'on a de gens de 15 ans et moins. Donc, on a une population vieillissante, une des plus importantes, en fait, sur la planète avec le Japon. Chose qu'on n'a pas tendance à réaliser, là, mais c'est une réalité. Et ça va amener des défis énormes, en fait, au niveau du Québec, pas juste pour le système de santé, c'est toute notre organisation sociale, à quelque part, qu'il faut essayer de repenser. Et c'est le moment, honnêtement, pour se poser des questions sur la valorisation des aînés au Québec, sur à quel point on se soucie réellement que ces gens-là vieillissent bien, et tout ce qu'ils peuvent, et tout ce qu'on pourrait leur fournir aussi
pour rester à la maison dans la dignité le plus longtemps possible, pour qu'ils profitent de la vie le plus longtemps possible. En fait, on n'est pas honnêtement une population, dans mon livre à moi, on n'est pas une population qui prend vraiment soin des aînés, mais aucunement. Les aînés sont dans certaines populations, je viens juste de mentionner le Japon, beaucoup mieux considérés, en fait, sont très valorisés. Nous autres, au Québec, on a juste à penser au statut de l'emploi actuellement, où ce que le Québec manque de travailleurs, grosso, en partie, en fait, hein, et, et malheureusement, malgré la situation où ce que dans plein de corps de métier, on manque de travailleurs, les gens âgés sont souvent encore mal vus, en fait, dans le domaine de l'emploi, même s'ils ont une grande sagesse, même s'ils peuvent permettre de faire avancer des choses probablement beaucoup plus vite ou de façon beaucoup plus constructive que ce qu'on pourrait le faire avec les jeunes fringants qui sont pleins d'énergie. Donc, on a un travail à faire, en fait, énorme au niveau du Québec. Oui, parce que je voyais que en tant que chercheur en vieillissement, tu sonnes l'alarme là, et tu parles de malnutrition et d'isolement. Est-ce que c'est quelque chose qui, bah, tu donnais l'exemple des États-Unis et ça s'en vient aussi dans le Nord. Est-ce que c'est ça qui est à la porte ou c'est déjà en cours ici pour les aînés? Ben, pour les aînés, c'est déjà en cours. La Mm. situation est vraiment criante. Et puis, bon, on se parle dans le cadre, entre autres, de l'annonce d'une conférence que je vais donner, Mm. qui a été demandée par le regroupement des popotes roulantes ici au Québec, qui est un organisme extraordinaire hein, qui travaille dans le milieu, justement, des gens âgés. Ils fournissent des repas, en fait, déjà tout préparés à des coûts respectables, en fait, pour permettre à des gens âgés qui sont isolés aussi souvent de manger en fait de l'alimentation de qualité. Et ce que le regroupement des papotes roulantes m'expliquait en fait hein, quand ils m'ont abordé, c'est que ce qu'ils voient sur le terrain est épouvantable. Puis honnêtement, c'est le genre d'affaires qui devrait passer aux nouvelles, là. Je veux dire, on a des gens âgés qui malheureusement sont tout seuls, veulent pas nécessairement cuisiner uniquement pour eux. S'ils font pas venir de la nourriture ou qu'ils vont pas manger au restaurant, ils vont se faire une toast pour souper où ils vont se faire deux toasts dans leur journée. Tu sais, les repas qu'ils vont manger ne sont pas des repas équilibrés, mais vraiment, et à quelque part, c'est de la dénutrition, là. Je veux dire, ça manque tellement, finalement, d'éléments nutritifs, ça manque tellement d'un apport sensé d'un point de vue alimentaire que ces gens-là qui sont isolés, ils peuvent pas faire autrement que mettre leur santé à risque, en fait, par ce type de comportement-là. Puis là, je les vise pas du doigt en faisant ça. Je pense que c'est une situation humaine qui est extrêmement triste. C'est de l'isolement, c'est des gens souvent qui vont souffrir de solitude. Et là, bon, il faut force est de constater que le regroupement des papas roulantes a un rôle à jouer, mais extraordinaire, complètement extraordinaire. C'est en 2024, c'est 5 millions, tout près de 5 millions de repas qui ont été livrés à environ 130 000 personnes à la grandeur du Québec. Fait que c'est pas juste une question d'alimentation et de nutrition, c'est aussi une personne qui se pointe à la maison, que ces gens-là ont une interaction avec eux, qui vont peut-être être la seule personne avec qui ils vont interagir pendant la semaine. Écoutez, il y a des cas où c'est vraiment pathétique, là, c'est dramatique, là. C'est le genre de choses qu'il faut absolument prendre connaissance et il faut voir comment on peut, en fait, essayer de tirer le profit le plus possible, même de ces interactions-là qui ont lieu. Et de cette alimentation-là de qualité, en fait, hein, qui est apportée par les popotes roulantes. Et faut réaliser aussi que ce groupe-là, en fait, le regroupement des popotes roulantes, est dépendant de 20 000 bénévoles qui sont en grande majorité des gens âgés, justement. Oui, c'est ça, tu Qui, parlais de la pyramide inversée. Je me dis, mais si c'est les aînés qui prennent soin des aînés, mais à un moment donné, ces aînés-là, il va falloir que quelqu'un prenne soin d'eux aussi. il y a ça aussi. Puis en fait, c'est aussi comme société, à un moment donné, qu'est-ce qu'on décide de supporter nous-mêmes, en fait, puis dans quoi qu'on veut, en fait, mettre des efforts. Vous savez, donc, au Québec, on a décidé, entre autres, d'essayer de maintenir le plus possible, en fait, l'éducation gratuite pour que tout le monde au Québec ait une chance de réussir, tu sais. Ben, de la même façon, je pense que c'est extrêmement important de supporter des organismes comme le regroupement des papotes roulantes et toutes leurs initiatives, leurs bénévoles, etc. Parce que comme société aussi, on devrait se soucier de prendre soin de nos aînés, puis que tous les aînés aient une chance aussi de manger suffisamment, de manger correctement, en fait, oui, socialiser avec des gens qui participent aussi donc à rendre ces services-là. Écoutez, c'est un œuvre extraordinaire. Mhm.
Donc pour terminer, si on parlait un petit peu comme une projection d'avenir, est-ce que selon toi, ce que je comprends, c'est que la bonne nutrition, bon, qui est quand même l'essence de ce qu'on met dans notre véhicule physique pour arriver à tenir le plus longtemps possible, et l'aspect social pourrait comme résoudre une bonne partie, ou en tout cas porter pour que les aînés ou notre société, on va dire, se porte pour le mieux. Et comment est-ce qu'on connecte ça à nous? On va dire, je vais nous considérer comme plus jeunes. Mais comment est-ce que tu connectes ça à quel est le rôle des personnes comme nous qui regardons ça des fois de loin parce que nos parents sont peut-être pas encore toujours concernés. Comment tu vois ça? C'est sûr que ces organismes-là, souvent, vont vivre de dons, hein, en fait, hein, vont bénéficier des apports de la population, ça va de soi. Il faut les supporter, les encourager, faut continuer ces démarches-là. Tu mentionnais donc les éléments importants de la nutrition et l'aspect social pour le vieillissement en santé. Il faut savoir qu'en biologie, dans la biologie de la longévité, comme dans tous les domaines de recherche, on essaie de séparer chacune des facettes pour essayer de mesurer ou d'évaluer les facettes de façon euh, euh, les plus isolées possibles, en fait, pour mieux connaître leur impact. Dans le domaine de la longévité humaine, c'est la vie sociale de qualité qui aurait le plus gros impact en santé. On parle d'une différence de 15 ans d'espérance de vie entre une personne vivant seule versus une personne ayant un grand cercle d'amis. Donc, la vie sociale de qualité a vraiment un rôle à jouer énorme au niveau de la longévité, de la santé humaine. La nutrition, on n'a pas besoin de le rappeler, c'est une évidence. Ce qu'on là, on va faire, entre autres, lors de la conférence, en fait, du 2 octobre prochain qui s'en vient à grands pas, c'est que en conférence, je vais rappeler l'ensemble des éléments qu'on connaît à l'heure actuelle sur les impacts sur la longévité humaine et tout ce que l'on peut faire au niveau de nos habitudes de vie. Il y a des choses relativement simples que les gens peuvent mettre en application, que souvent il suffit de leur rappeler. Je vais te donner un exemple assez simple. Monter l'équivalent de 50 marches par jour. Et là, ça peut être 5 fois 10 marches, OK? Mais, hein, monter l'équivalent de 50 marches par jour, on réduit de 20% les risques de maladies cardiovasculaires. Et là, il faut rappeler, parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, ouais, mais 20%, c'est pas très élevé. Ben, nos médicaments pour la santé cardiovasculaire vont réduire les risques de 20 à 30%, les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, monter 50 marches par jour, donc on réduit de 20% les risques. C'est quand même quelque chose de très, très significatif, là. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, il y a beaucoup de facettes à considérer. Et ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que ce qui fait la grande réussite des gens centenaires, c'est qu'ils sont bons sur toutes les facettes. Ce qu'on a observé au fil des dernières années, là, c'est réellement que les gens centenaires sont bons sur toutes les facettes qui permettent d'augmenter la longévité. Et que cet élément-là, en fait, là, d'être très complet dans une multitude de choses, a certainement un effet très synergique, en fait, sur les bénéfices santé qu'on va chercher. Donc, ça se fait, c'est relativement facile en plus, hein. C'est qu'il suffit de considérer que la santé est une façon de voyager, qu'on va être en amélioration continue toute notre vie, que c'est pas un objectif à atteindre, on ne l'atteindra jamais. Se donner des objectifs réalisables, mais se poser constamment des questions sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis cheminer tout simplement là-dedans. Mais c'est plus simple qu'on pourrait penser, qu'on pourrait imaginer. Intéressant. Donc c'est ça, on invite les gens le 2 octobre, je sais c'est à 19 heures heure de l'Est. Ça va être en format webinaire, si je me trompe pas, c'est en ligne, on peut s'inscrire, c'est gratuit, je pense aussi. Oui, tout Euh, à fait. et donc Sur c'est Zoom, lié, c'est voilà. gratuit. Ouais. Bonne façon de trouver l'événement en passant, c'est les réseaux sociaux. Je suis beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Vous devriez me trouver assez facilement. Entre autres, Éric Simard, Priorité Bien Vieillir. C'est une des pages Facebook, là, mais j'en ai trois. Dans la section événements ou dans le défilement de la page, vous devriez trouver l'événement du 2 octobre. Donc, c'est gratuit. Ça vous est offert, en fait, en passant par le regroupement des Popotes roulantes, qui organisait l'événement pour remercier leurs 20 000 bénévoles, en fait, qui sont extrêmement importants. Ils veulent les garder longtemps, ils veulent les garder en santé. Ils se sont dit qu'ils pourraient faire ça. Donc, on a décidé de l'ouvrir à toute la population du Québec pour en même temps souligner le travail exceptionnel que ces gens-là font, qui est vraiment, écoutez, c'est indispensable. Et j'imagine que cette conférence, tu vas faire un survol un peu de tout ce que tu nous as dit là, mais quand même de rentrer dans les détails de la situation au Québec et d'apporter aussi peut-être même des solutions, c'est bien ça? Je vais en glisser un mot, en fait, de la situation au Québec, mais l'objectif de la conférence est vraiment de démystifier qu'est-ce que c'est que le vieillissement, hein. Parce Mm. que, bon, à mon point de vue, à moi, quand on comprend un peu mieux
qu'on connaît, parce il y a eu vraiment des avancées extraordinaires dans le domaine de la science du vieillissement au cours des dernières années. Ça l'a encore cours. Je suis bien sûr de très près tous ces éléments-là. Quand on comprend un peu mieux, en fait, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi, puis les façons dont on peut agir sur ces processus-là, on comprend mieux pourquoi qu'on veut modifier des habitudes de vie et d'avoir la raison qui va avec les recommandations. Généralement, ça aide les gens à se motiver à les mettre en application. Donc, cette conférence-là, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais donner un portrait vraiment très complet de toutes les facettes, puis je vais être disponible, en fait, hein, aussi à la fin pour répondre à toutes les questions. Donc, on s'attend à avoir vraiment un très, très gros groupe en ligne, en fait, mais on a beaucoup de place. Donc, c'est gratuit, profitez-en, parlez-en aussi avec les gens que vous connaissez, les personnes âgées même, puis les moins âgés. On devrait y penser avant nécessairement d'avancer en âge, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, en fait, puis même modifier des habitudes de vie. Il y a une étude récente qui a montré, peut-être en terminant, là, que même à 80 ans, une personne qui mange mal, qui améliore son alimentation, peut espérer gagner encore 3,4 ans, 3,4 ans d'espérance de vie. Donc, au Québec, euh, on a 84-85 ans de moyenne d'espérance de vie actuellement, là. Une personne de 80 ans qui mange pas bien, qui modifie son alimentation, à double quasiment le nombre d'années qui restait en espérance de vie, là. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Cette personne-là, il lui reste 4 à 5 ans, techniquement, selon la moyenne de la population. Si on améliore son alimentation, elle vient de gagner 3,4 ans. Donc, c'est une étude qui démontre ça vraiment très clairement. Donc, il n'est jamais trop tard. Puis ça, on parle rien que de l'alimentation. Si vous ajoutez à ça l'activité physique, la vie sociale de qualité, la saine gestion du stress, de l'anxiété avec la qualité du sommeil, là, on a un portrait gagnant, en fait, hein, pour augmenter énormément notre espérance de vie. Ben, merci beaucoup Eric Simard pour ton temps. C'est un grand plaisir. Merci à vous.